Bienvenue dans l'émission de l'UPE 13, la place des entrepreneurs, émission qui est réalisée en partenariat avec Catch Business School et la région Sud. Nous recevons encore ce matin 4 entrepreneurs que je vais laisser se présenter. Je vous en prie. Alors, bonjour, je suis Christine Caillol, directrice de projet à la SCO Sainte-Marguerite, qui est un club omnisport, donc connu sous 2 axes. Dans un premier temps, sur des sections, on a 15 sections sportives et on est implanté dans le 9e arrondissement. Et puis aussi, plus particulièrement connu pour la course en tant qu'événement sportif, pour la course Marseille-Cassis et puis d'autres événements tels que le meeting d'athlétisme et puis des événements de plus petite envergure. Bonjour, Olivier Bader, je suis le directeur général du Casino Barrière de Cassis. Bonjour, je suis Françoise Servant. Depuis 12 ans, on a créé 2 restaurants sur Marseille qui proposent uniquement des produits frais et faits maison, qui s'appellent Les Trois Frères et la Piazza des Frangins. Nous sommes une équipe de 60 personnes et nous accueillons à peu près 150 000 clients dans une année normale. Voilà. Bonjour, John Nègre, je suis le président d'une entreprise qui s'appelle la French Cuisine, service de traiteur chef privé. C'est une entreprise familiale avec mes 2 frères et nous sommes sur Marseille. Donc on va un peu évoquer votre activité. D'abord, je voulais savoir comment vous aviez appréhendé d'abord le premier confinement, puis après le deuxième confinement, et plus largement cette crise sanitaire dans vos activités. Et qu'est-ce que ça vous avait apporté, on va dire, de positif? Mais d'abord, comment vous l'avez appréhendé au départ? Alors nous, de notre côté, le premier confinement, donc bien évidemment dans les activités sportives, on a fait partie des gens sur lesquels on a été à l'arrêt. Donc pour la partie, tout ce qui concerne les activités physiques à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis je dirais qu'au niveau de Marseille-Cassis et du meeting d'athlétisme, donc les 2 événements qui étaient durant cette période à 4-5 mois, Marseille-Cassis nous a permis, et si je le fais d'un côté un petit peu positif, de se réinventer. De construire, c'est-à-dire qu'on devait, Marseille-Cassis c'est 20 000 coureurs, et on a dû proposer du coup une course réaménagée, réinventée. Et je dirais que le côté positif donc, de ce cheminement qui a duré, qui a été fait sur plusieurs mois, pour l'aboutissement en fait au mois d'août en présentation en préfecture avec tous les acteurs locaux. Ça a été une belle aventure, je crois, à vivre, où du coup on a été obligé de travailler différemment, de penser différemment en prenant effectivement l'ensemble des personnes qui étaient autour de nous, et on a échangé avec des gens qui étaient je dirais volontaires dans cette démarche-là et à trouver des solutions. Donc le premier confinement de cet impact-là a été voilà, et on était toujours en télétravail pour tout au moins la partie événementielle sportive, à l'arrêt bien évidemment pour les sections sportives. Le deuxième confinement a été vraiment plus violent, dans le sens où la projection, je pense, et on l'a fortement ressenti, que ce soit au niveau des partenaires, que ce soit donc qui nous accompagnent, que ce soit au niveau des participants, des adhérents. Il y a eu cette crainte qui s'est réellement affichée, qui a été ressentie, du coup avec cette peur de la projection. Donc dans l'historique sur Marseille-Cassis, on est allé jusqu'au bout. Au mois d'août, on a présenté le projet avec vraiment une adhésion, avec des gens qui ont accepté, avec des échanges avec nos partenaires qui ont bien senti la difficulté et qui ont accepté de nous accompagner. Et ça, c'est je crois, quelque chose de fabuleux. Et c'est aussi une petite victoire. Et puis au mois de septembre, pour limiter effectivement les coûts, on s'était engagé à donner une réponse. Au mois de septembre, il a fallu prendre une décision, on maintient ou on ne maintient pas. Et quelque part, ça a engagé énormément de frais incompressibles pour la structure, puisque Marseille-Cassis est organisée, on est une association, on n'est pas une entreprise privée. Et du coup, il a fallu malheureusement prendre cette décision à ce moment-là, qui a été très dure, puisque on est quand même autour de nous avec énormément de personnes, des bénévoles aussi, des prestataires. On a mesuré et à l'issue de cette décision, donc avec les impacts financiers aussi derrière que ça pouvait engendrer au sein du club, il s'avère que cette décision du mois de septembre, quand on se projette 2 mois après, elle était nécessaire, elle était évidente et il fallait la prendre.
Et donc pour autant, à l'issue du mois de septembre, on a continué à travailler en se disant on va se projeter. Alors on a créé avec une équipe un Marseille-Cassis audio coaché qui nous a pris un petit moment avec une entreprise qui se créait sur Aix, une application. Et puis voilà, on s'est creusé la tête. Il y a eu plusieurs projets pour lesquels on a tous œuvré. Et puis, à la sortie, mettons par exemple, de ce Marseille-Cassis audio coaché qu'on avait prévu de faire le lendemain de Marseille-Cassis qui était annulé, l'annonce du deuxième confinement. Pour autant, il existe, cette application existe, elle sera ouverte après la fin du deuxième confinement. Moi, je crois que on a quand même la chance dans notre secteur d'activité, tout au moins pour la partie activité physique. On sait qu'on est bloqué sur des événements de masse, mais je crois que si on se projette, on a tous besoin des valeurs du sport autour de nous. Il y a beaucoup de gens qui se mettent à la course à pied, qui aujourd'hui on sait que ce sont des activités donc, qui sont possibles sur des secteurs, je dirais, sur la voie publique. En individuel, bien évidemment, mais on a par exemple aujourd'hui la possibilité dans les stades, grâce à la ville de Marseille qui a donné cette possibilité d'ouverture de stade, de pouvoir travailler en extérieur. Le tennis, les fédérations, etc., des sports en extérieur ont vraiment su aussi s'activer. Nous, sur Marseille-Cassis, quand on a travaillé, on a été en partie prenante avec la Fédération française d'athlétisme qui nous a permis aussi de présenter un dispositif complètement nouveau pour la course, pour les courses sur stade, et sur lequel toutes les structures pouvaient s'appuyer. Sur le deuxième confinement, comme je disais, beaucoup plus compliqué sur beaucoup de niveaux, et notamment au niveau financier, puisque le club, là, aujourd'hui, se situe est frappé quand même sur un plan financier à deux niveaux. Au niveau de non-rentrée de Marseille-Cassis, qui fait que ça nous permettait en tant qu'association d'aider l'ensemble de la structure sur l'ensemble des événements et des sections sportives qui sont autour de nous. Et puis deuxième effet, l'effet des gens qui ont peur de reprendre un abonnement ou de reprendre en fait un engagement, une licence, puisqu'on ne fonctionne pas sur des années civiles, on fonctionne sur des années qui vont de septembre jusqu'au mois de juillet, et c'est là où on mesure réellement l'impact de cette crise sanitaire. Pour autant, on va essayer de passer tout ça, se projeter grâce à notre secteur d'activité pour lequel on a des possibilités de s'adapter, de se rapprocher des entreprises et au travers des valeurs du sport, de pouvoir proposer autre chose sur le premier semestre de l'année 2021. Je suis une passionnée. Oui, je vais arrêter. Mais c'est bien. Alors, pour ce qui concerne l'activité des casinos, je voulais resituer un petit peu le contexte un peu plus général pour en venir à l'activité précise du casino de Cassis. C'est un métier qui est souvent assez méconnu. Les casinos, ce ne sont pas que des salles de jeu, ce sont également des spectacles, ce sont également de la restauration, ce sont également potentiellement des discothèques. Donc c'est un univers de divertissement global qui impacte donc du coup plusieurs corps d'activité. Il y a 200 casinos en France, ça représente 15 000 emplois directs, et ça représente, à ça on rajoute 45 000 emplois indirects. Donc on mesure l'impact quand même au niveau de la population qui est relativement importante. Il y a un autre élément déterminant qu'on a tendance à oublier. On est fort contributeur en termes de taxes et d'impôts pour l'État, mais également pour les collectivités locales. Ça pèse 1,4 milliard d'euros à l'échelle nationale, et c'est quasiment 400 millions pour les collectivités locales. Donc quand un casino est fermé, ça a un impact direct sur la collectivité locale, particulièrement pour les mairies où le budget est du coup impacté directement. Donc ça aussi c'est un élément important à souligner. Pour le groupe Barrière, dans cet environnement-là, on a 27 casinos, on a un cercle de jeux à Paris, et bien sûr on a des hôtels, donc l'impact est non négligeable. Ça fait 4000 employés pour les casinos à l'échelle du groupe. Et l'impact aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la partie spectacle, parce qu'on ne se rend pas compte. Je parlais des spectacles. À l'échelle nationale, pour le groupe Barrière, c'est 3500 dates par an. Ça fait travailler 10 000 intermittents. Donc tout ça, c'est connexe à l'activité principale, et on a tendance à l'oublier. Mais on n'est pas les seuls. Hein. On sait que ce soit les restaurateurs, que ce soit tout type d'activité en général, il y a du connexe qui fait que l'impact est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser d'un premier abord. Pour le casino de Cassis plus particulièrement, le casino de Cassis, c'est 130 employés. C'est 360 000 visiteurs par an, donc c'est à peu près 1000 personnes par jour.
Et là, l'impact aussi est important, puisqu'en termes de chiffre d'affaires, on a été impacté sur l'année. Sur un exercice d'un an, on est à peu près à moins 27, entre moins 27 et moins 30% de chiffre d'affaires. Ce qui est perdu est perdu. On doit se structurer en conséquence. Ça implique une réorganisation, ça implique une nouvelle organisation de services, d'offres et de jeux. Ça implique aussi derrière une perspective qu'on n'a pas trop. On ne sait pas trop où on va et comment on y va. Et puis ça implique de repenser tout ça en collaboration avec bien entendu l'ensemble des équipes. L'impact a été brutal du premier confinement parce que j'ai souvenir, et je pense qu'on a été tous un petit peu dans ce cas-là, on l'a appris à 19h par le Premier ministre et on devait fermer à minuit. Donc ça a été très brutal. Très brutal pour une activité qui est ouverte toute l'année. Un casino est ouvert 365 jours dans l'année, de 10h du matin à 4h du matin. Donc ça a fait très bizarre. Maintenant, situation exceptionnelle amène effectivement des mesures exceptionnelles. On a la pleine mesure et conscience de ce qui se passe et de ce qui se passe sur du moyen terme. Derrière les perspectives d'avenir, c'est toute la difficulté, c'est qu'on n'a pas de perspective, on n'a pas de date, on n'a pas de vision. Donc c'est toujours beaucoup plus compliqué de se projeter et savoir comment on peut s'organiser par rapport à une date d'ouverture qu'on n'a pas encore. Oui, mais écoutez, je rejoins bien sûr ce que vous venez de dire et je vais rajouter d'autres points qui me semblent importants. Le premier confinement, effectivement, il a été difficile parce qu'il a été brutal, mais la question c'était les bons côtés, parce qu'il y a eu des bons côtés. J'ai un peu de mal depuis, j'y réfléchis, mais j'arrive pas trop à trouver des bons côtés au niveau en tout cas de notre secteur de la restauration. Je pense que je ne vois aujourd'hui que des mauvais côtés. Alors on a essayé de faire l'emporter, même si c'était pas notre métier. J'en parlais tout à l'heure avant l'interview. On a essayé de s'adapter, de faire. Mais bon, franchement, lorsqu'on fait de la restauration, donc on a fait l'emporter. Les clients ont été adorables, ils sont venus, ils nous ont soutenus. Ça a été très sympathique. On a gardé un lien, etc. Sur le deuxième confinement, on s'est dit non, on arrête parce que ça correspond pas à mettre des jolis plats dans des boîtes, excusez-moi, mais c'est pas notre métier. Voilà. Donc aller partir travailler avec des sous-traitants au niveau du transport, on n'était pas favorable avec les garçons, avec les trois frères, on n'était pas favorable. Et nous-mêmes partir avec nos petits paniers, faire les distributions, on l'a fait pendant 2 mois sur le premier confinement, mais pas sur le deuxième. Moi, je pense que sur le deuxième, c'est encore plus ma vécu parce que derrière nous, donc la restauration, c'est en France 1 million de salariés. Mais moi, je vais parler que de ceux qui sont autour de moi, c'est-à-dire une 60aine de salariés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'ils perdent énormément d'argent. Ils perdent 16%. Alors, on a complété. On a complété sur certains mois. Là, sur le mois de décembre, je complète parce que c'est Noël et que je ne me sens pas de ne pas faire autrement. Sur janvier, on va le faire aussi sûrement. On l'a fait au premier confinement aussi sur 1 mois. Mais pour eux, c'est vraiment difficile. Hein, pour toutes ces personnes qui travaillent dans ce secteur-là, ça veut dire qu'ils perdent 16% de leur salaire. Donc ça, je crois que c'est important de le dire. Donc le moral est à 0 sur les équipes. La situation, les clients sur le deuxième confinement, ils étaient tous tristes. Ils arrivaient, on avait l'impression que c'est vrai, c'était horrible. Ils arrivaient, on sent que les Français globalement, en tout cas ceux qui venaient dans nos restaurants, on sentait un malaise, un mal-être, etc. Donc ça, je trouve ça triste. Et puis le troisième point, c'est l'aspect financier, quoi. Il faut tenir. Alors il y a eu des aides, ok, mais les aides ne couvrent pas tout. Voilà. Donc, loin de là. Et ça, il va falloir en parler, mais il faut qu'on trouve d'autres solutions, quoi. Oui, on est tous dans une situation compliquée. C'est vrai que le divertissement, la restauration, aujourd'hui, c'est vraiment la convivialité qui est marquée par cette crise. Et nous, au niveau de notre activité traiteur, on sert à 80% les entreprises, la réception professionnelle. Donc, dès le premier confinement, notre activité a été mise à l'arrêt. On a réussi à se réorganiser pour faire de la livraison. Mais à la base, on faisait de la livraison pour les professionnels. Mais le premier confinement, la plupart des salariés étaient en télétravail. Même ce service-là, on ne pouvait plus l'offrir à nos clients. Donc, on a réussi à s'organiser et on s'est mis en livraison au particulier. Donc, il a fallu réinventer notre outil de travail. Notre cuisine également, puisque c'est pas la même chose. Et surtout, c'est de travailler différemment, puisque les gens aujourd'hui, sur les modèles de restauration emportée, commandent et 20-30 minutes après sont livrés chez eux. Donc,
c'est vraiment un autre modèle, puis c'est un autre packaging, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc on a fait le pari de le faire, et bien sûr, pour se développer, de s'appuyer sur les plateformes qui existent. Donc ça nous permet de générer du chiffre, ça nous permet de faire face, de minimiser la création de dettes, d'essayer de maintenir des emplois malgré l'aide du chômage partiel, mais c'est vrai qu'il y a une perte financière qui est énorme derrière, mais on a fait le pari de continuer pour pouvoir maintenir l'entreprise et ne pas dégrader la situation de l'entreprise. Ce qui est compliqué également, c'est l'acheminement auprès des fournisseurs. On a beaucoup de fournisseurs qui essaient de tenir pour eux aussi, continuer à travailler, maintenir leurs emplois et sauvegarder leurs entreprises, mais ils n'ont pas le choix par moment de fermer. Donc nous aussi, il faut également changer nos modes d'approvisionnement et d'essayer de garder le fait qu'on travaille avec des produits frais, des produits de saison, et on essaie de travailler avec des producteurs locaux. Mais bon, il faut composer. Donc ça, c'est un vrai casse-tête au quotidien. Et également, c'est beaucoup d'improvisation, parce que les situations changent, on le voit, toutes les 3 semaines, tous les 1 mois. Les couvre-feux, les confinements, les fermetures, les jauges qui passent de 50, 100 à 30. Donc voilà, on a une activité aujourd'hui, notre cœur de cible qui est la réception est bloqué. On ne sait pas trop jusqu'à quand on pourra tenir comme ça, mais on essaie de faire face. Le point positif, c'est qu'on a réussi un peu à se réinventer. On a créé un secteur, on a même embauché une personne en plus, en se disant en septembre, l'activité traiteur des entreprises va reprendre, on a besoin de quelqu'un pour tenir notre service de livraison. Donc on a fait le pari. On lui avait promis, c'était un extra qui travaillait avec nous. Mais bon, au 1er septembre, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc on a maintenu notre promesse et voilà, donc on compose comme ça aujourd'hui. Mais c'est beaucoup d'improvisation et beaucoup d'adaptation au quotidien. Mais on a lancé un service périn. Et ce qui est agréable, c'est qu'on a aujourd'hui des entreprises qui nous commandent et beaucoup de messages de clients, de particuliers qui nous envoient des messages d'encouragement, qui passent récupérer au lieu de commander sur les tablettes. Sur les services de livraison connus, et qui aussi essaient de commander beaucoup plus sur notre service de livraison, sur notre site internet qu'on a lancé, pour pallier à ça, pour pallier aux grosses commissions que ces gens prennent, malgré la situation qui est difficile pour tout ce secteur-là. Ce qui est d'autant plus surprenant, c'est que finalement, on respecte tous les protocoles sanitaires. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas eu de cluster dans les casinos français, donc on pourrait penser que c'est strictement bien respecté. Et au demeurant, on continue à être fermé. C'est ce qui est compliqué à comprendre. Pour des établissements comme les nôtres qui reçoivent beaucoup de public, le masque était obligatoire dès le départ, dès le 2 juin, pour les employés et pour le client. On a une distanciation d'1 mètre entre chaque machine à sous, si ce n'est un plexiglas. Nous avons une personne qui est dédiée au nettoyage de toutes les machines à sous, avec un désinfectant. Donc les salles fumeurs ont été fermées pour éviter d'enlever le masque. La boisson à la machine à sous a été stoppée pour éviter que le client enlève le masque. Donc on a vraiment mis tout en place pour essayer de faire en sorte que les protocoles, outre le côté respectueux du protocole, il n'y ait pas de cluster qui se développe. Et on a plutôt réussi. Et je pense que dans toutes les activités, on a été plutôt bon élève. Je ne parle pas de la minorité, je parle de la majorité. Et ça fait partie aussi un petit peu de la frustration qu'on peut avoir quant au deuxième coup près qui est tombé et qui nous laisse perplexes parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, qu'est-ce qu'on a à faire pour finalement aller au-delà et réussir à réouvrir en bonnes conditions. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que l'intervention du Premier ministre hier, il a quand même mentionné que les restaurants étaient le lieu où c'était le plus contaminant. Il n'y a aucune étude, ou alors il faut me la sortir, il faut me la donner, il n'y a aucune étude qui nous donne aujourd'hui ce positionnement que les restaurants, la restauration, que le milieu sportif, etc., faisant des études. C'était reposé sur une étude américaine qui date du mois de mars. Où le confinement n'était pas encore, où les protocoles n'étaient pas encore en place. Et qui n'est pas du tout la France, et qui n'est pas, et comme vous le dites, nous aussi, on a tous fait attention. En plus, selon les pays, selon le comportement, le modèle de consommation est différent. Absolument. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la restauration, dans le spectacle, les protocoles sanitaires ont été mis en place. Nous, dans la réception, les protocoles sont en place. Tout a été organisé pour. Et malheureusement, on en pâtit. Les salles de réception en pâtissent aussi, alors qu'ils peuvent. Ils ont des espaces, on diminue la jauge, on se réadapte. Et pareil pour les restaurants. Les jauges ont été diminuées, donc ça a des coûts en plus. Mais on préfère aujourd'hui, je pense, engager des coûts supplémentaires pour pouvoir travailler que d'être sous perfusion, comme on l'a aujourd'hui, et perdre beaucoup plus d'argent en étant sous perfusion. Alors le stop and go est très compliqué. Bien sûr. Très compliqué. C'est sûr que quand on est entrepreneur, on veut entreprendre, on ne veut pas vivre de subventions. C'est assez clair. Et puis pour être entrepreneur, il faut pouvoir avoir un cap. Il faut pouvoir voir un peu plus loin. Et aujourd'hui, on travaille au jour le jour, en improvisant, en sautant sur un pied, en sautant sur l'autre.
sans avoir de vision à l'avenir. Donc c'est très compliqué de pouvoir maintenir son entreprise et de pouvoir se projeter, et même d'envisager une sortie de crise. Et est-ce que vous pensez que justement, moi j'essaye quand même de trouver des points positifs, est-ce que justement vous ne pensez pas que cette crise qui nous force à nous réinventer au jour le jour, à s'adapter, permet justement une flexibilité des entreprises que peut-être on n'aurait pas imaginé avant, et donc nous force un peu à visionner l'avenir d'une entreprise un peu différemment que ce qu'on lui vivait avant? C'est sûr que la situation dans laquelle on est, le contexte, nous pousse à se réinventer, Voilà. nous pousse à sortir du cadre. Ce qui est positif aussi, parce qu'on a, même si il faut qu'on se réinvente, parce qu'aujourd'hui les modèles de consommation changent, tout change, donc il faut se réinventer. Sauf que là on est contraint, et on veut bien se réinventer, mais on ne nous donne pas les moyens aussi de mettre en place nos idées, nos activités, notre réorganisation. Je crois aussi que tout ça a un coût aussi, on est parfaitement confronté. Après, oui, je vous rejoins sur le fait qu'on s'est réinventé et c'est effectivement c'est ce que j'évoquais, c'est vraiment ce côté un petit peu positif où on se réinvente, on va au contact des gens et du coup ce qui est fabuleux c'est qu'il y a de merveilleux échanges qui ne se seraient peut-être pas construits par le passé et il y a des choses effectivement oui. Après quelque part autour de cette table on peut se réinventer et on va le faire, on peut imaginer les choses différemment et c'est le côté positif. À un moment donné, je crois que c'est la projection dans le temps qui est compliquée. Rien n'est perdu parce que du coup, même si aujourd'hui on n'a pas de date, j'en suis intimement convaincue, ce qu'on met en place aujourd'hui nous servira plus tard. Et en fait, je crois que c'est ça, on est sur ces deux axes, l'axe de se projeter avec une date où c'est compliqué, mais pour autant garder que tout ce qu'on peut être amené à faire aujourd'hui, à repenser, à innover, nous servira effectivement dans le temps, puisque c'est une crise sanitaire. Alors même si elle est complexe, elle est très complexe sur beaucoup d'axes, et notamment le côté financier, parce que comme vous l'avez évoqué, quand on travaille sur l'ensemble des mesures qu'on met en place, ça a aussi un coût supplémentaire. Nous, dans les événements sportifs et sur l'édition qu'on devait faire sur l'année 2020, on avait valorisé justement ce coût supplémentaire. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a été, il y a quelques années en arrière, avec le coût au niveau de la sécurité. Donc tout ça fait que ce sont des coûts supplémentaires. Pour autant, oui, avançons, continuons, et puis il faut se projeter parce que celle-ci de crise sanitaire, à mon sens, à un moment donné, on va pouvoir redémarrer, c'est ponctuel. Et ce qu'on fait aujourd'hui, même si on ne peut pas se projeter à une date donnée, parce que en fonction de l'évolution de la contamination, mais quelque part je suis intimement convaincue que, comme vous l'avez dit, c'est que on a ce travail qui est fait et qu'on pourra du coup proposer à 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, et que c'est effectivement un acquis. Et ce que je trouve, c'est que et ce qui est le plus parlant, c'est quand on quand on veut proposer, quand on va chercher les gens, il y a vraiment cet échange, entre avant Covid et après Covid, il y a tout ce côté humain qui se développe avec, alors que ce soit nous en termes de côté financier, avec les partenaires, etc., sur lequel on joue vraiment, on sent vraiment cette envie d'aider, de soutien et de partage. Et je trouve que du coup, si on essaye de voir le côté positif, si on essaye de se projeter en-delà du côté économique, je trouve que de ce point de vue-là, voilà. Mais il faut aller chercher. Enfin, moi je pense qu'en tant qu'entrepreneur et avec les 3 frères, c'est ce qu'on fait tous les mois, on se réinvente. Hein. Tous les mois on réinvente une carte, tous les mois on réinvente un management, tous les mois on fait des aménagements, on fait des travaux, je veux dire c'est tout le temps. Mais là, se réinventant les portes fermées, c'est un peu compliqué au bout d'un moment. J'exprime pas de colère, j'exprime de la déception. J'exprime de la déception parce qu'il n'y a pas de visibilité, j'exprime de la déception parce qu'aujourd'hui, les décisions qui sont prises sont sur des décisions de médecins, de chercheurs, de scientifiques qui s'opposent, qui se contredisent et qui même se traînent en justice aujourd'hui. Donc je ne comprends pas. Il y a une incompréhension déjà des dispositions qui sont mises en place, il y a une incompréhension de ces informations qui modifient tout le temps. Enfin, j'imagine ces pauvres personnes
qui travaillent dans la culture, qui sont remis en quatre pour ouvrir, sortir des tracts, etc. Et là, du jour au lendemain, on dit, ah ben non, vous ouvrez pas le 15, 3 jours avant. C'est ce qu'on a vécu, nous, dans le premier confinement. Là, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va rouvrir, parce qu'on nous a dit le 20 janvier. Je veux bien qu'on nous ait dit le 20 janvier, mais j'en suis vraiment pas sûre, parce que, conclusion, si on a bien compris, c'est un problème, maintenant, les Français se sont bien tenus. Nous avons fait, effectivement, comme vous disiez très bien tout à l'heure, on a fait le maximum pour que tout soit... Vraiment, moi, il n'y a pas un client qui rentrait dans le restaurant. J'étais à l'entrée, moi-même. Et quand c'était pas moi sur l'autre restaurant, c'était un des trois frères, pour veiller à ce que tout le monde se désinfecte les mains, tout le monde soit le masqué, etc. Dès le tout début, hein, on l'a fait, même avant qu'on nous le demande. Et parce que notre priorité, c'était aussi protéger les clients et protéger les salariés. Et donc là, vraiment, on est dans une situation où on ne sait pas où on va financièrement. On est en difficulté et on n'a pas de perspective positive. La seule chose qu'on nous dit en gros, c'est il va falloir peut-être attendre qu'il fasse beau pour que tout aille mieux. Parce qu'aujourd'hui, les Français se sont tenus correctement et que donc c'est un problème. Effectivement, on est sur le continent et sur le monde, on est sur une barre continentale où effectivement il fait froid, il pleut, c'est humide et voilà. Donc oui, mais se réinventer en tant qu'entrepreneur, oui, je crois que si on est tous là autour de cette table et qu'on fonctionne aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est réinventé tout le temps depuis notre création, depuis notre... Et c'est pas... Mais aujourd'hui, on a un peu plus de mal à se réinventer avec les portes fermées. C'est un peu plus compliqué. C'est sûr. On n'est pas tous touchés en fonction de son secteur d'activité, on n'a pas tous les mêmes contraintes, effectivement. Bien sûr. Une activité comme la nôtre, la machine à sous restera la machine à sous, la table de jeu restera la table de jeu. On a la chance d'avoir Barrière Bête qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui est le jeu en ligne, qui est un peu épargné. Et pour le reste, effectivement, se réinventer, c'est un petit peu compliqué. Je voudrais aussi, sur la note positive, dans cette difficulté, avoir une pensée particulière pour mes équipes et pour nos collaborateurs. Vous l'avez très bien dit, ils sont impactés financièrement. C'est très compliqué. Hein. Il y a l'isolement, il y a l'impact financier. Donc on a pleine mesure de ce que ça implique derrière et c'est pas facile pour eux et on a une pensée particulière pour nos équipes. Et dans le côté positif, vous parliez tout à l'heure de solidarité. C'est quand même ce que j'ai ressenti au niveau de nos équipes. Ressenti non seulement au travers de leur attitude, de la cohésion d'équipe qui se fait en dehors de l'entreprise, parce qu'elle est réelle, donc on parle de l'humain, et ça c'est très important. Réactivité, adaptabilité. On parlait aussi des mesures qui sont prises du jour au lendemain. On n'est pas à l'abri qu'on nous annonce la veille la réouverture. Les équipes répondront présentes. Et ça c'est quand même important et c'est quand même confortable de pouvoir se dire on peut se reposer sur des équipes qui sont réactives. Donc cette dynamique collective, elle est importante de la souligner parce que malgré le contexte, malgré les difficultés financières, je pense qu'on a tous hâte de pouvoir reprendre ensemble et de redémarrer dans un contexte, j'allais dire, normal. Et je crois que dans le privé, justement, une des leçons de cette crise, c'est justement la solidarité des équipes dans les entreprises. Bien sûr, et que les gens ne demandent qu'une chose, hein, que ce soit du patron au simple salarié, les gens veulent travailler. Personne ne se contente de sa situation de chômage partiel, alors qu'on disait que les gens ne voulaient pas travailler. Enfin, aujourd'hui, tout le monde demande à travailler. Personne n'est heureux de cette situation. Oui, c'est normal parce qu'on fait des métiers où on apporte du partage, de la joie, de la rencontre, de la vie. Et c'est en gros, on nous dit aujourd'hui, ben non, vous tuez. En gros, vous êtes un vecteur maladie, un vecteur de... Et c'est normal que des salariés soient malheureux. Ils sont en train de se dire, mais attends, c'est quoi notre métier? Nous, notre métier, c'était d'apporter du bonheur et d'apporter des choses de qualité. Je veux dire, l'alimentation en France, c'est quand même très important. Et aujourd'hui, on nous dit, ben non, vous êtes en train de tuer, vous êtes les plus contaminants, etc. Et c'est une tristesse. Donc chaque salarié se remet en question, chaque personne, chaque individu. On fait un métier parce qu'on l'aime. Enfin, souvent on a la chance de faire ce métier comme ça. Et c'est en fait, la conclusion, elle est là aujourd'hui. Et c'est triste, c'est extrêmmement triste. Quant à la prise en charge financière des salariés, qui c'est qui l'assume aujourd'hui? Ben, c'est les entrepreneurs. C'est nous qui prenons la décision de compléter. C'est à un coût financier. Donc, ok. Donc moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est que si on doit continuer à être fermé, c'est qu'il y ait une prise en charge totale des salaires à 100%, parce que c'est ma première demande. Ma deuxième demande, c'est qu'aujourd'hui, moi concrètement, on perd, en étant fermé, on perd 60 000 € tous les mois.
C'est ça. Donc, je veux dire, enfin, moi, à mon échelle, voilà. bien sûr. Donc, je Bien sûr. perds 60 000 euros. Alors, ok, on a eu les 20% là sur décembre, hein, je précise, c'est pas depuis le mois de mars. Donc, Évidemment, depuis le mois de oui. mars, on a sorti les rames et on rame. Donc, depuis décembre, on attend normalement, encore que là aussi, il va y avoir des délais, je suppose, j'imagine, puisqu'on fait office de Pôle emploi, puisqu'on paye les salariés, après on nous rembourse. Donc, aujourd'hui, on perd de l'argent. Donc, aujourd'hui, on comble les salaires des salariés quand on peut, parce que tout le monde ne peut pas le faire. On comble et puis on a des frais fixes qui sont toujours là. Les loyers, c'est bien beau de demander aux propriétaires de ne pas, qu'on ne les paye pas. Moi, j'ai pu négocier parce que j'ai des très bonnes relations avec les propriétaires, qu'on a beaucoup investi dans les murs et que donc ils nous renvoient un peu entre guillemets la balle. Mais concrètement, c'est pas le cas de beaucoup de restaurants. Il y a beaucoup de restaurants qui payent des loyers. Et puis pourquoi les propriétaires feraient cadeau? Donc à ce moment-là, si on est obligé, si on nous empêche de travailler, hormis le préjudice moral, parce que le préjudice moral, il est là. Je veux dire, on est malheureux aujourd'hui, on est tous malheureux de ne pas travailler, parce que c'est la vie, c'est tout ça. Et bien à ce moment-là, il faut demander, et moi je demande à ce que tous nos frais soient pris en charge. Puisque nous, on fait partie de les sportifs, enfin, plein de gens, hein, la culture, le tourisme, enfin on est nombreux hein, dans ce cas-là, on n'est pas, voilà, comme toutes les personnes qui travaillent dans les institutions, dans les mairies, etc., quand ils ne travaillent pas, ils sont à 100%, ben nous aussi, il faut qu'on soit à 100%. Et on va finir sur cette demande, et puis on vous remercie d'avoir participé à cette émission, et puis on se retrouve bientôt dans la place des entrepreneurs. Merci. Merci.